On débute donc avec la sénatrice du jour. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est ensemble pendant une demi-heure. Vous êtes élue de Paris, vous êtes rattachée au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. On va balayer l'actualité. On commence bien sûr par la crise sanitaire. Et c'est donc cette barre symbolique des 100 000 morts qui a été franchie hier soir. Officiellement, il y en a, c'est une barre officielle, il y en a sûrement plus selon l'INSERM. En tout cas, Emmanuel Macron a dit qu'il rendrait hommage aux victimes sans toutefois donner plus de précisions. Est-ce que pour vous c'est important cet hommage? Qu'est-ce que vous en attendez? Bien sûr, c'est important, mais je crois qu'il faut aussi écouter aujourd'hui ce que nous disent les familles de ces victimes, qui ont eu le sentiment de ne pas être toujours bien prises en compte, n'ont pas pu accompagner leurs proches, qui ont dans les EHPAD aussi le sentiment que, faute de moyens, d'accompagnement suffisant, la fin de leurs proches s'est faite peut-être pas dans les bonnes conditions au-delà de la maladie elle-même. Donc ça doit nous faire réfléchir beaucoup sur les moyens qu'on se donne pour que l'accompagnement de tous soit effectif partout, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, parce qu'il y a évidemment ce côté paroxysmique de la situation, mais notamment dans les EHPAD, il y a aussi souvent un état structurel de manque de moyens et de personnel pour avoir le temps de s'occuper des gens, et c'est très très important. Alors au-delà, il faut quand même pas oublier que tous les jours, on est autour de 300, 350, 280 morts, et que c'est énorme, et que d'une certaine façon, on n'en parle plus beaucoup. Parce que le rituel d'aller remercier les élus, les soignants, ils peuvent aussi te remercier, de remercier les personnels, on ne prête plus attention à l'état de la pandémie. C'est vrai qu'il y a un effet d'usure, de fatigue des Français. Moi, je suis quand même très inquiète parce que je trouve que pour l'heure, on ne voit pas de signes très encourageants d'une chute à la fois de l'accès à l'hôpital et surtout dans les réanimations, et d'autre part des décès. Donc je pense que le président a trop tardé, et déjà quand je dis le président, c'est un problème. Trop tardé à prendre des mesures, disons, graduées en fonction de la prévision. Comme si au doigt mouillé, ils pensaient que non, ça pourra peut-être un peu s'arranger, etc. Voilà, moi je l'ai beaucoup contesté au moment où ces décisions étaient prises, et puis c'est jamais du tout ou rien. On nous fait croire qu'il fallait soit tout confiner. Non, je pense qu'il fallait décider avant, pour prévenir. Une fois que le système s'emballe, il est très difficile à inverser. Un mot sur les déclarations de Gabriel Attal et du président de la République hier, puisque là, ils envisagent la réouverture des lieux culturels et des terrasses à la mi-mai. Est-ce que ce calendrier vous paraît raisonnable au vu de la situation sanitaire que vous décrivez? Écoutez, moi je trouve qu'au lieu de se fixer des dates comme ça, dont on ne sait pas quelle réalité elles vont avoir, je pense qu'il vaudrait mieux se fixer des paramètres et des critères qui seraient lisibles pour les Français. Si on est en dessous de tel seuil d'hospitalisation ou tel seuil de réanimation, si on a commencé à amorcer la baisse du nombre de décès, si on a atteint un niveau de vaccination Donc pas de date. Alors, c'est risqué. Pour moi, c'est risqué d'avoir donné une date. On se demande quels sont les critères qui feront qu'on dira oui, c'est bon, oui, ou c'est mauvais. Et puis, ça mobilise aussi les gens pour faire attention davantage en disant il faut qu'il y ait moins. Vous voyez, je pense que ce serait mieux des paramètres. Pour autant, ce que je crois important, c'est qu'en effet, on commence à tous les niveaux à réfléchir à comment, une fois qu'on voit que la situation s'améliore, on peut prévoir une amélioration, comment on prépare la réouverture. Et ça me paraît important qu'en effet, avec les différentes branches d'activité, on définisse des protocoles, on définisse des méthodes, qui va être prioritaire où, parce que est-ce que ça va être toute la France, est-ce que ça va être sur certains territoires, et c'est en cela que les paramètres sont pas inutiles non plus, parce qu'au moins ils éclairent des éventuels choix territoriaux. Et la deuxième chose par rapport à cela, c'est que je pense que la réussite de ces opérations n'est pas seulement liée à des procédures, à ce que, alors ils adorent, la haute administration, on adore ça. On va définir un protocole, mais le fond du problème, alors il vaut mieux qu'il soit bon, hein, donc ça c'est bien de consulter en amont. Mais ce qui est très important, c'est de mettre en place des structures de suivi
permanente et en lien avec les collectivités locales, en lien avec les branches professionnelles, les organisations syndicales, etc. Parce que c'est la mise en œuvre, moi, qui me fait toujours peur dans ce pays où, manifestement, on a une crise de l'intervention publique que la Ve République, avec son côté présidentialiste maximum, accentue, mais qui est aussi liée à une culture administrative. Une fois qu'on a fait des textes, leur mise en œuvre devrait spontanément réussir. Un mot sur un texte justement qui arrivera, un projet de loi sur la sortie de la crise sanitaire qui sera examiné a priori mi-mai par les sénateurs. Il est notamment question d'étudier la fin de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que pour vous, il faut en sortir dès le 1er juin de cet état d'urgence sanitaire ? Oui, parce que de toute façon, là, j'espère quand même que ces lois d'exception ne sont pas toujours autant justifié. On a eu ces débats sur un certain nombre de points, c'était pas justifié. Et il y a un point sur lequel moi je considère qu'il y a des menaces graves, c'est ceux qui concernent le droit du travail. Vous avez vu qu'ils veulent encore durcir les cas, allonger la période où le patron décide, enfin l'entreprise décide de quand les gens doivent partir en vacances en les prévenant 24 heures à l'avance. Quand vous êtes mère de famille, que vous avez organisé, mère ou père de famille s'occupant bien de ses enfants, ce qui serait parfait, c'est par exemple organisé pour la garde des petits, changer tout ça. Et puis surtout, c'est faire croire que c'est par du recul social qu'on pourra redresser la barre. D'abord, moi je crois que cette affaire et cet état d'urgence nous entretient dans l'idée qu'en fait, nos libertés seraient un luxe pour les bonnes périodes. Et c'est vrai que partout dans le monde, quand vous voyez que des régimes aussi autoritaires que la Chine réussissent économiquement, pendant des années on nous a dit la démocratie c'est la garantie de la réussite, etc. On voit que la démocratie est fragilisée par des modèles qui ne sont pas ceux qu'on veut promouvoir. Et nous-mêmes, si on commence à chaque fois qu'il y a un problème à reculer sur les libertés publiques et la démocratie, on rend un mauvais service à notre pensée républicaine. Allez, on va passer à l'actualité du Sénat, Marie-Noëlle Lienemann, et on commence par la mission d'information sur la précarité étudiante qui poursuit ses travaux. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Et Quentin, hier, la mission d'information sur les conditions de la vie étudiante auditionnait des représentants d'associations d'élus locaux. Voilà, vous savez, c'est cette mission qui a été demandée par des centristes et qui est présidée par Pierre Ouzoulias, un communiste, et qui effectivement travaille sur la détresse des étudiants, notamment pendant la crise sanitaire. Parmi les structures auditionnées hier, il y avait l'association des villes étudiantes, celle qui représente les départements de France ou encore les régions. Alors comment toutes ces structures ont-elles travaillé ensemble pour aider les étudiants? C'est la question posée. Et premier constat, il a d'ailleurs été déjà fait lors de précédentes auditions, on a du mal à atteindre les jeunes. C'est-à-dire, il y a une difficulté à toucher ces étudiants et les collectivités locales n'échappent pas à ce constat. Elles sont même bien mal équipées pour mesurer la détresse des étudiants. Elles n'ont pas forcément les moyens d'agir car elles n'avaient pas les outils pour recenser les étudiants en difficulté. Écoutez le représentant de l'Association des régions de France hier en audition. La difficulté aujourd'hui, vous l'avez évoqué, c'est celle des statistiques. Il conviendra que nous soyons en capacité, et aujourd'hui je crois que collectivement nous ne sommes pas en mesure de le faire, suffisamment d'objectiver par des statistiques et des enquêtes précises l'impact de cette crise pour adapter au mieux nos actions et nos outils. Alors les collectivités locales ont bien des services ou des aides à destination des étudiants. Prenons par exemple les municipalités, elles ont souvent des actions ciblées en matière de logement ou encore dans les transports. Cela a été rappelé en audition. On sait que les communes par exemple subventionnent les transports des étudiants. Mais cette crise va laisser des traces. On a bien vu les limites de l'action des collectivités. Écoutez à nouveau le représentant de l'Association des régions de France hier. Il va nous falloir travailler à la fois sur une amélioration considérable, significative de l'efficacité des œuvres sociales, la question du rôle et du positionnement des Crous, sur tous les volets de la vie étudiante, l'accès au logement, la santé. La deuxième piste que nous souhaiterions explorer, c'est bien sûr le clarifier le qui fait quoi. Nous faisons tous beaucoup, chacun a fait feu de tout bois dans cette crise, avec une multiplicité d'acteurs, mais
Là aussi, comme le soulignait la Cour des comptes, un enchevêtrement des compétences qui reste de fait dommageable à l'efficacité de notre action collective. Voilà, on entend ce constat dressé hier lors de cette table ronde. Il faut réfléchir à clarifier qui fait quoi pour être plus réactif. Et c'est encore une fois un enseignement de la crise. Et cela sera peut-être discuté lors de la loi 4D, le projet de loi 4D qui doit arriver bientôt au Parlement, porté par Jacqueline Gourault. Marie-Noëlle Lienemann, les collectivités locales ont elles aussi montré les limites de leur action face à la détresse des étudiants, on l'entend ? Oui, absolument. Et ça veut dire que l'État doit mieux garantir les conditions de vie des étudiants, leur capacité à pouvoir étudier sereinement dans de bonnes conditions. Or, tel n'est pas le cas depuis maintenant longtemps. On fait des études très régulières sur la pauvreté des étudiants. Deuxièmement, alors je ne parle pas des difficultés pour trouver les logements, mais j'insiste lourdement, ça fait des années que nous sommes un certain nombre, notamment à gauche, à plaider pour la création d'une allocation autonomie des étudiants, parce que, comme par hasard, ceux qui travaillent sont ceux dont les familles ont le moins de ressources, souvent des familles modestes, et c'est ceux qui ont besoin, au contraire, de pouvoir se consacrer totalement à leurs études. Donc, la France honorerait d'avoir un système, plutôt des bourses, quitte à ce qu'il y ait un petit boni pour certains beaucoup plus en difficulté, il serait fondamental de mettre en place cette allocation autonomie, qui, c'est un droit universel. Donc, les collectivités locales, il y aurait déjà ce socle de garantie. Il suffit pas de clarifier, il suffit aussi que les collectivités aient les moyens de l'action qu'on leur demande. Alors, je suis plus fondamentalement, dans l'urgence, je pense que le gouvernement aurait dû élargir le RSA pour les jeunes, parce que au moins à ce moment-là, on avait tout de suite un système qui marche, qu'on peut élargir et qui n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Mais dans la durée, je serais plutôt favorable à une allocation autonomie pour les jeunes en formation et les étudiants, et de l'autre côté, un RSA pour les jeunes, pour ceux qui sont plus loin de l'insertion par le travail, dans le travail, etc. On entend ce constat que vous faites un peu de façon structurelle sur les étudiants. Est-ce qu'il y a des choses en particulier avec cette crise sanitaire qui ont été révélées sur la situation des étudiants selon vous ? Elle a révélé au grand public des choses qui étaient plutôt cachées. Une pauvreté qui évidemment n'a fait que s'accroître puisqu'il n'y avait plus de travail. Les petits boulots qui étaient le complément ont appauvri considérablement des gens. Et puis sans doute aussi un certain isolement des étudiants. Alors il y a la vie universitaire, etc. Mais là, pour le coup, je pense que les collectivités locales, et notamment les régions, pourraient peut-être davantage favoriser des bureaux d'accueil d'étudiants où il y aurait toutes les informations nécessaires, où ils pourraient prendre en connaître les animations culturelles, etc., qui se sentent vraiment partie prenante des lieux où ils vivent et qu'ils ne soient pas autant dans l'isolement. Et aussi sur la santé, il y a un immense problème de l'accès à la santé des étudiants. Et dans mon jeune temps, ce qui commence à faire pas mal de temps, nous étions les syndicats étudiants et l'AMNEF à l'époque, avec beaucoup de bureaux d'accueil, notamment pour l'aide psychologique, les problèmes d'accès à la santé et pour à l'époque l'accès à la contraception qui n'était pas si simple. Merci Quentin. Merci, à tout de suite pour la revue de presse de Marie-Noëlle Lienemann. Puisqu'on parlait du RSA, Marie-Noëlle Lienemann, le Sénat il a examiné hier, il a voté d'ailleurs un texte qui permettait aux allocataires du RSA de cumuler à la fois le RSA et à la fois du salaire, en tout cas quand ils reprenaient un emploi pendant une durée limitée. C'est pour éviter qu'ils perdent en pouvoir d'achat en reprenant un emploi par rapport à lorsqu'ils étaient allocataires du RSA. Le gouvernement n'y est pas forcément favorable. Pourquoi vous non plus ? Je comprends pas trop. De toute façon, premièrement, il faut quand même dire que si une partie des gens, le nombre de gens au RSA va augmenter, il y a bien sûr la crise, mais il y a aussi la réforme de l'allocation chômage. En réduisant l'allocation chômage, on fait basculer toute une série de gens au RSA, et encore plus aujourd'hui, où on ne va pas nous expliquer que si les gens ne trouvent pas d'emploi, c'est que c'est tous des feignants qui ne veulent pas y aller. Donc, c'est important d'abord veiller à ce que l'assurance chômage couvre le large spectre, parce qu'une fois que vous êtes dans le RSA,
même en termes d'image et de psychologie personnelle, vous êtes vécu comme marginal et pas comme quelqu'un qui a eu la malchance de tomber dans un système et une période au chômage. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut une stratégie offensive sur l'emploi. Moi, je fais partie des gens qui plaident pour la thèse de dire l'État doit être garant de l'emploi au dernier ressort. Alors, quand je dis garant de l'emploi, c'est quand les gens peuvent y aller. C'est toute une série de gens, même si on est pour l'inclusif, il y a des moments où c'est pas facile, et en tout cas dans certaines conditions. Et pourquoi je dis cela? Parce que je pense qu'il faut rendre réellement proactif et non pas contraindre les gens à travailler, mais la réinsertion, la capacité de valoriser aussi des emplois dont on a besoin qui sont aujourd'hui pas solvables. Donc, moi, l'opération zéro chômeur, territoire zéro chômeur était intéressante, mais de manière plus générale, il faut créer des emplois dans la fonction publique. Il faut favoriser l'émergence de ces nouveaux métiers, notamment les emplois verts. Il y a eu toute une pétition lancée par un certain nombre de think tanks, notamment les Amis du Vent se lève ou de l'Institut Rousseau. Par certains élus aussi. Et soutenue par certains élus, dont je fais partie, qui sont de nature à montrer qu'il y a des potentialités d'emploi dans ce pays et qui, avec le travail qui est fait avec les gens, doit être aussi l'occasion de former, d'accompagner par une formation adaptée et proche du territoire et des gens, c'est leur capacité à rentrer dans l'emploi. Alors moi, je pense que la période de transition entre le RSA et le fait d'avoir un emploi un peu stable qui permet de vivre dignement doit être favorisée, parce que souvent, hélas, on a de plus en plus d'emplois précaires à temps partiel. Cette phase-là doit être en effet compensée par un niveau correct du RSA. On va voir l'actualité dans nos régions maintenant, Marie-Noëlle Lienemann. On va aller à Nancy retrouver Luc Bourriane, qui est le rédacteur en chef adjoint de l'Est républicain. Bonjour Luc, merci beaucoup d'être avec nous. Et à la une de toutes les éditions de l'Est républicain ce matin, eh bien, on parle des avancées de l'enquête dans le cadre de l'enlèvement de la petite Mia. Oui. Oui, et l'inquiétude grandit en Lorraine et notamment dans les Vosges, où cette petite fille de 8 ans a été enlevée mardi matin. Les 3 ravisseurs présumés ont été interpellés hier en région parisienne, mais la mère et l'enfant demeurent pour l'heure introuvables. Nous révélons ce matin que la mère a été aperçue mardi à quelques kilomètres du lieu où la petite Mia a été kidnappée en fin de matinée. Elle aurait dit à un témoin qu'elle avait l'intention de se rendre à l'étranger. Pour l'heure, beaucoup de questions, hélas sans réponse. Oui, c'est-à-dire dans vos éditions ce matin. Autre sujet, il est beaucoup question de Stellantis, notamment dans vos éditions de Franche-Comté. Expliquez-nous pourquoi, Luc. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'hier, Stellantis, le groupe américano-européen né de la fusion entre Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler, a répondu en quelque sorte à Tesla et Volkswagen en promettant des autonomies de 500 à 800 km pour sa prochaine génération de véhicules électriques à partir de 2023. Le directeur général du groupe, Carlos Tavares, groupe aux 14 marques, assure que cette nouvelle génération de voitures constituera un progrès significatif. Et la deuxième raison pour laquelle nous évoquons Stellantis dans nos pages franc-comtoises est moins rassurante pour l'économie locale. Montbéliard, je le rappelle, est le berceau historique de la marque Peugeot, car à la suite de l'annonce du groupe en début de semaine de produire la nouvelle Citroën C5X en Chine, notre journaliste Alexandre Bollangier est allé recueillir le sentiment de Jean-Louis Loubet. Pour ce chercheur spécialiste de l'automobile, c'est clairement un mauvais signal. Que va-t-il rester à la France si même la production des voitures haut de gamme échappe à nos usines, s'interroge ce professeur, fin connaisseur de l'histoire de PSA. Au-delà de Peugeot et de Stellantis, pour Jean-Louis Loubet, cette délocalisation en Chine de la production des prochaines berlines de Citroën illustre, je cite, que l'automobile devient une activité secondaire dans notre économie. Et dernier sujet, on parle des régionales en Lorraine. Et visiblement, il y a de la tension à droite au moment de constituer les listes.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment entre Jean Rottner et Nadine Morano, le président de la région Grand Est, dont la candidature au régional ne fait guère de doute, a refusé d'accueillir sur sa liste celle qui est par ailleurs députée européenne. Notre journaliste Philippe Privé a établi que Nadine Morano se voyait carrément prendre la tête de la liste Rottner en Meurthe-et-Moselle, mais pour l'en dissuader, le président du Grand Est, longtemps présenté comme Macron compatible, a invoqué un différend de ligne politique avec cette figure de l'aile droite du parti Les Républicains. Un qui s'amuse de ce différend, c'est Laurent Jacobelli, la tête de liste RN dans le Grand Est. Il a invité Nadine Morano dans une lettre ouverte à le rejoindre. Retrouvons-nous pour incarner nos valeurs dans la mesure où au sein de votre famille politique, certains ne vous laissent pas exprimer vos idées, lance-t-il à Nadine Morano. Un appel auquel elle n'a pas répondu, pas plus que Nadine Morano n'a répondu à l'Est républicain d'ailleurs. Et c'est bien dommage, on aurait aimé savoir comment elle vivait ses égards du Rassemblement national à son endroit, le RN, un parti dans l'orbite duquel gravite désormais aussi son ancien suppléant à l'Assemblée nationale. Ça commence à faire beaucoup. Oui, alors vous viendrez nous raconter la suite de ce feuilleton. C'est animé chez vous, ce début de campagne régionale. Merci Luc Bourial, merci d'avoir été avec nous ce matin depuis Nancy. On passe à votre revue de presse maintenant, Marie-Noëlle Lienemann. C'est avec Quentin Calmet. Je voudrais dire une chose. Allez-y. Je pense que l'État devrait davantage peser sur PSA. Parce que certes l'automobile va probablement décliner dans l'ensemble de l'économie, mais il faut impérativement qu'on garde notamment toutes les véhicules de pointe, les véhicules d'innovation technologique et écologique, et d'autre part en effet les berlines, parce que ce sont celles qui permettent le mieux d'être réalisées chez nous. Voilà, et c'est dit. Merci Luc Bourial, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on passe donc à votre revue de presse avec Quentin Calmet. Et Quentin, on commence avec un article du Parisien qui revient sur l'impact économique de la crise en Ile-de-France. Exactement, 100 000 emplois perdus en 2020. En Ile-de-France, c'est l'un des enseignements d'une étude de l'INSEE, Oriane, avec une perte nette de 23 000 emplois salariés au 4e trimestre 2020. Ce sont les conséquences des restrictions mises en place en octobre. Une baisse encore spectaculaire, nous dit l'article, toutefois moins forte que les 2 premiers trimestres de l'année dernière. Mais la région capitale souffre plus que les autres parties de l'Hexagone. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, en Ile-de-France, il y a beaucoup de secteurs qui font traditionnellement la force de l'économie francilienne, qui sont justement les plus touchés par la crise. On pense par exemple à l'hôtellerie. Alors Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous êtes inquiète de cette destruction de l'emploi salarié en 2020 et de ces chiffres impressionnants qu'on voit à l'antenne ? Oui, absolument. Je suis très inquiète, comme d'ailleurs beaucoup de Français et beaucoup de responsables politiques. Simplement, je pense que, et c'est vrai que l'Île-de-France est particulièrement touchée parce que le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie-restauration, toute une série de secteurs sont particulièrement percutés. Je pense que cette période exige du volontarisme pour créer des emplois. Je parlais des emplois publics parce qu'il y a aussi des tas de besoins qui sont apparus et qui sont mal couverts. On a besoin d'infirmières, on a besoin aussi d'aide à domicile. On a du mal à en trouver. On a besoin de toute une série de métiers. Je vais pas tous les. Je pense que c'est le moment où l'État, la puissance publique, devrait faire un grand plan. Qui regarde un peu plus loin que l'année qui vient, les quelques années, sur où sont les besoins qu'on doit couvrir et comment on peut offrir une partie de ces métiers. Et puis deuxièmement, il y a l'accompagnement des secteurs, l'hôtellerie-restauration, parce que là aujourd'hui, on n'a pas encore l'effet suppression des aides, enfin ou conséquence de la suppression des aides un jour ou l'autre. On parle d'un autre sujet, Quentin, on parle propreté et bientôt plus de pouvoir pour les maires d'arrondissement. Ah oui, c'est exactement la question qui est posée par le Parisien, qui nous parle du retour d'un serpent de mer. Le débat récurrent sur la propreté, relancé aussi par un hashtag ces dernières semaines, Saccage Paris, et qui a pas mal été repris sur les réseaux sociaux. Alors le premier adjoint de Anne Hidalgo, c'est Emmanuel Grégoire, a annoncé qu'ils allaient mettre en route, je cite, très prochainement une réforme afin de confier plus de pouvoir aux maires d'arrondissement sur ce sujet crucial de la propreté. Reste à savoir les compétences exactes et précises en matière de propreté
propreté qui seront transférés à ces élus. Alors Marie-Noëlle Lienemann, qu'en pensez-vous? Est-ce une forme d'aveu d'échec de la part de la maire de Paris que ce transfert des compétences propreté? Non, je crois pas. Je crois que c'est une étape qui va s'imposer. D'abord, un regret. Moi, je vois toujours, parce que j'ai été élue locale longtemps, la propreté se dégrader quand il y a des problèmes sociaux et une crise. C'est un syndrome, si je puis dire, de laisser aller qui est lié à un mal-vivre qui s'accroît et un non-respect. Les gens, donc c'est pas forcément de la faute des élus, quel que soit le territoire, où d'un seul coup on voit s'accroître des problèmes de propreté où les gens viennent débarrasser sur la voie publique des encombrants, etc. Donc cette dégradation, elle doit être combattue d'ailleurs autrement par de la prévention, mais en attendant, la seule façon d'agir, c'est quand même d'avoir la capacité d'intervention de proximité. Il y a besoin d'une trame générale qui sont les services et en même temps il doit y avoir la possibilité de réactivité, de la proximité. En cela, la décentralisation d'une partie de l'activité aux mairies d'arrondissement me paraît bienvenue. Merci Quentin, Merci. À tout à l'heure. Un dernier mot mot politique, Marie-Noëlle Lienemann, puisque demain il y a une grande réunion de la gauche qui est prévue et au moment où vous avez sans doute vu ce sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro, 82% des Français trouvent que la situation de la gauche est mauvaise, près de 80% des sympathisants de gauche. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiet de l'état de la gauche aujourd'hui? Oui, absolument, inquiète de l'état de la gauche et encore plus en colère contre un paradoxe. Toute une série d'attentes des Français correspondent à ce que la gauche a toujours porté, davantage de services publics, l'État, l'hôpital public, la capacité de solidarité, lutter contre les inégalités, je ne vais pas faire la liste. Mais comment vous expliquez alors que ça n'imprime pas à gauche aujourd'hui? D'abord, pourquoi ça n'imprime pas? D'abord parce qu'on a un passif. Il est clair qu'il y a eu un décrochage, notamment sous le quinquennat Hollande, qu'on est en train de changer de période et que tout ce qui a été le néolibéralisme, etc., est maintenant rejeté et qu'une partie de la gauche ayant été complaisante, elle a créé beaucoup d'ambiguïté sur le débat gauche-droite. Elle a rendu, par son comportement, l'idée qu'il n'y avait plus d'altérité des projets. Et d'ailleurs, on le voit, les Français ont du mal à se situer dans un rapport gauche-droite. La deuxième réalité, c'est celle que vous décrivez, c'est-à-dire la division. Moi, je plaide, parce qu'il faut être pragmatique, je dis que la première étape, c'est de constituer un programme d'intérêt général pour la France et les Français, qui va montrer qui sont quoi les grands éléments d'un projet de gauche aujourd'hui, concret, pas demain on rase gratis, concrètement en termes de transition écologique, de services publics, de réindustrialisation, etc. Comment on fait? Une fois qu'on est d'accord sur un programme où on ne sera pas d'accord sur tout, et il y a des sujets où on peut demander que les Français votent, par exemple sur le nucléaire, on voit qu'il y a des divergences, voilà, il faut que les gens choisissent. Mais et une fois qu'on aura un programme établi en commun, moi j'ai fait le pari, parce que de toute façon il faut faire un pari, puisqu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a personne qui spontanément apparaît comme le grand rassembleur. Je fais le pari qu'une fois ce programme atteint, les gens auront envie d'une concrétisation et choisiront, peut-être déjà dans les sondages, la personne qui leur paraît le mieux à même de porter ce projet. Et carrure d'homme d'État ou de femme d'État, lien avec les idées, etc. Et à partir de là, je pense qu'il y aura une logique qui poussera à moins de candidatures. Et évidemment, je rêve toujours, comme 80% des gens de gauche, d'une candidature unique. Et ce sera le mot de la fin. Merci Marie-Noëlle Lienemann. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin.